Bonjour à tous et bienvenue sur France 3 Alpes. Vous avez bien raison d'être avec nous ce matin. Aujourd'hui, on accueille un invité qui déborde d'énergie. C'est même un pied de nez à notre frilosité casanière. Les Alpes sur un plateau, c'est parti. Bienvenue à vous tous, c'est le 1er mai, les Alpes sur un plateau. Je me permets de vous offrir, regardez ces jolis brins de muguet. J'en offre aussi également un à mon collègue, mon partenaire de crime. Bonjour, c'est très sympa, merci. C'est de votre jardin. Il sent bon, oui. Enfin, il paraît que vous l'avez piqué chez la voisine. Non mais taisez-vous, je vais avoir des ennuis. Bon, tout ça pour parler de bonheur, n'est-ce pas Franck? C'est le 1er mai, on souhaite le bonheur à nos téléspectateurs, la paix. Et puis on va parler dépassement, exploit, tout ce que vous aimez Franck. Hein. C'est clair. Mais qu'est-ce que j'ai dit encore? Alors, bon, on va parler d'un aventurier sportif aujourd'hui. C'est exactement ce dont il s'agit. Qui vit en Haute-Savoie et il fait aussi des chroniques sur Radio Nova, dont je vous recommande les podcasts particulièrement. Il raconte ses exploits dans ses chroniques. Alors, comme on dit à la radio, jingle. Mais où est Charlie? Ah, le rameur des glaces. L'Everest. Le pôle Nord. L'Amazonie. Les mers du Sud. Plus de 11 000 kilomètres parcourus. Le Cap Horn. L'Afghanistan. Le pôle Sud. Alors, qui est donc ce Charlie, Valérie? Eh bien, il s'agit de Charles Edrich. Venez, Charles. Il balade sa haute silhouette. Venez, Charles, à grande enjambée. Il balade sa haute silhouette par Mont et par Vaud, partout sur le globe. Il collectionne les records et les exploits comme nous, on collectionne les timbres ou les fèves de galette. Il revient d'un périple de 6000 km à la rame, même pas fatigué. Sportif aventurier, c'est comme ça que vous vous définissez, Charles? J'ai rien trouvé de mieux, mais vous avez peut-être une idée. C'est impressionnant en fait, parce que moi j'ai imprimé votre Wikipédia. Et il y a 5 fiches d'exploits, alors des palmarès dans le désert, à la rame, des compétitions outdoor, des explorations polaires, à la voile, des rallyes raids. Waouh! Mais vous avez eu le temps de faire tout ça dans une seule vie? J'ai démarré seulement à 45 ans. On va en parler. Voilà Franck, c'est les complexes assurés. Alors on a des petits rituels dans cette émission et le premier d'entre eux, Franck, c'est le serment alpin. Puisque pour rentrer dans la famille des Alpes sur un plateau, je vais vous demander de lire ce serment en mettant bien votre main sur ce bon vieux livre Guérin. Les conquérants de l'inutile. Ça, c'est un clin d'œil. Donc, je suis des Alpes. J'habite Saint-Nicolas-de-Véros, un petit village entre Megève et Chamonix. Je crois au Dahu, on en voit beaucoup. Bien sûr. Ça, c'est sûr. Mon horizon, c'est la montagne. Quand je descends, je déprime. Quand je parle, j'ai appris à mettre des Y partout parce que je vis entre la Yacht et Paris. Évidemment. Je sais évidemment ce que c'est que le CAF et le PG, HM. HM. Je ne mets pas de chaîne à la sortie de l'autoroute. Je ne dis pas Chamonix et Avoriaz. Surtout pas. Le Roblochon, c'est mon caviar. Le Génépi, c'est mon Bordeaux. Je suis des Alpes parce que j'aime tous ces clichés. Bienvenue Bon, à écoutez, vous dans les Alpes sur un plateau. On peut l'accueillir dans la tribu, hein, il n'y a aucun problème. On va essayer de comprendre pourquoi vous êtes toujours joyeux alors qu'en fait vous en bavez tout le temps. Bah, aujourd'hui, sur la passion que je suis en train de vivre, je pourrais difficilement ne pas l'être. Hein. Donc quand je démarre à 45 ans, j'annonce la couleur, hein, tout faire pour évoluer au plus haut niveau mondial de l'aventure. 12 ans après, quand je regarde mon parcours, moi-même je m'étonne. Ah, quand même. Parce que honnêtement, même si j'avais mis la barre très très haute, j'ai l'impression de rêver, parce que même dans mes rêves les plus fous, je ne pouvais pas espérer réaliser plus de choses. Alors au départ, vous êtes militaire. Hein, je suis officier de marine marchande. Voilà, donc, ça commence sur l'eau déjà. Voilà. Regardez cette belle photo, donc ça, Charles. Saint-Cyr, hein, voilà, vous portez beau. Et puis après, vous fondez une société de chasseurs de tête, c'est ça? Vous repérez les talents. Je ne sais pas si vous allez nous recruter, Franck et moi, mais en tout cas, je ne sais pas si on ferait l'affaire.
Oui, enfin bon, il s'est trouvé que c'est un peu le hasard qui a fait que je me suis retrouvé dans ce métier, mais j'aurais pu tout aussi bien vendre des cacahuètes en porte-à-porte ou Pas autre tout chose. à fait, Charles, parce que tout de même, vous avez excellemment réussi, puisque vous avez réussi à amasser suffisamment d'argent, puisque c'était votre objectif, pour créer votre société, la faire fructifier et après la vendre pour pouvoir partir en expé. Oui, Donc les cacahuètes. Vous avez quand même des gens célèbres qui ont réussi dans le domaine de la cacahuète. Hein. Vous avez Jimmy Carter. Mais c'est peut-être un Jimmy peu pour Carter ça. vendait Oui, des mais alors vous cacahuètes, avez hein. réussi, vous, dans le domaine des chasseurs de tête, et c'est peut-être un petit peu pour ça que les journalistes, par exemple, vous en regardez un petit peu en coin au début, parce qu'ils se sont dit, bah voilà, c'est les caprices d'un millionnaire. Voilà, il a décidé de se faire plaisir, de faire le tour du globe, de se lancer dans des aventures. C'est vrai qu'on avait un petit peu ce regard-là, quoi. Parce qu'en plus, en France, bon, l'argent, c'est quand même un petit peu tabou. Donc, Alors, l'argent, pas seulement l'argent. Moi, je mettrais même avant ça l'ambition. C'est-à-dire, comme j'affichais une ambition, j'avais dit, donc voilà, mon modèle, c'est Steve Fossett, et je vais tout faire pour évoluer au plus haut niveau, et peut-être sur le terrain de l'aventure, en faire plus que lui. Ça passe très très mal en France. après, ça a rapidement basculé. Rapidement, c'est un grand mot. Hein. Il a fallu quand même faire attendre 6-7 ans avant d'être un peu pris au sérieux. Donc, Alors là, pendant ces 6-7 ans, il y a eu quoi? Il y a eu le Ben, Dakar, je alors crois, ça d'abord. commence par le Dakar, incroyable. Vous êtes à peine motard, enfin, j'exagère. pas à peine, pas du tout motard. Vous n'êtes pas du tout motard, vous engagez dans le motard et vous finissez 6e dans votre catégorie. Donc j'ai passé mon permis en mars. J'avais jamais touché vraiment une mobilette de ma vie. Je fais tous les rallyes de Coupe du Monde. 10 mois après, je termine le Dakar. Oui. Et Non, là, mais- c'est l'arrivée à Sharm el-Sheikh. Vous voyez, c'est pour ça qu'on est un petit peu désespéré. On ne sait pas comment vous cerner parce que Franck, il y a Mais la il y a- moto il et y a après. tout. Alors 2004, Tour du monde en solitaire sans escale en 122 jours. On va aller vite, hein, parce Oui, que juste en 2006, 2015. l'Everest, on en reparlera. 2007, le record de la traversée de l'Atlantique entre le Sénégal et le Brésil. Ramer, par contre, ça vous aimez beaucoup, hein, parce qu'on retrouve des expériences à la rame souvent dans votre parcours. Alors, c'est un peu un concours de circonstances. La rame, il se trouve que j'ai le gabarit idéal. Parce que le fait d'être grand et de peser quand même 95 kilos, 1m96. c'est on va un préciser, avantage. oui. Alors que dans Oui. d'autres disciplines, ça l'est pas forcément. En alpinisme, c'est plutôt un désavantage qu'autre chose. Et puis la rame, autre avantage, j'arrive à financer mes projets. Oui, c'est Donc, pas très coûteux, la rame. Et voilà, donc, et puis il y a des tas de choses à faire. Maintenant, des projets, j'en ai 43. Et il n'y a pas seulement de la rame. Hein, Et il y vous a- aimez vous faire mal quand même, parce que c'est terrible, traverser l'océan Atlantique en rame, quoi. Vous aimez vous faire mal. Alors, par rapport à ça, je vais faire un commentaire pas très romantique, Ah, oula. souvent. Moi, je suis sur le terrain de l'aventure par opportunité. Aïe. C'est-à-dire. Alors, si j'avais pu être champion de tennis, gagner Roland-Garros, ou si j'avais pu gagner une médaille olympique en descente, En descente. c'était pareil. Ski. Maintenant, très vite, j'ai vu que j'avais pas ni les prédispositions, les circonstances à la vie, c'était pas voilà, donc c'était pas possible. Et dès que j'ai touché à des sports où l'endurance, l'aspect physique des choses était un point important, à l'inverse, j'ai vu que là Là, ça j'avais marchait. quelques prédispositions. Donc j'ai identifié l'aventure comme le domaine où je pouvais m'exprimer au plus haut niveau. Bon, Et mais- je peux même compléter ma réponse en disant que l'entreprise, je me suis pas trop mal débrouillé. Donc j'ai introduit ma société en bourse en partant d'une feuille blanche, mais j'avais perçu très très vite que sur le terrain de l'entreprise, j'avais des limites. J'allais jamais pouvoir boxer sur le terrain d'un Bernard Arnault ou d'un Bouygues, par exemple, ou d'un Bolloré. Par contre, sur le terrain de l'aventure, je voyais des Steve Fossett, des Mike Horn, je voyais pas qu'est-ce qui pouvait m'empêcher d'en faire plus qu'eux. Vous êtes en train de nous expliquer que si on est un petit peu nul, on peut quand même réussir. Vous voyez, Franck, on a toutes nos chances. Et on peut même faire du jogging sur un petit bateau. On va regarder Regardez. quelques images. Le siège de rame, il y a une espèce de trou qui doit faire, je sais pas, il doit faire 30 cm par 30 cm. Et je cours, sur place, en trottinant sur place, au moins 3 ou 4 fois par semaine, 1 heure. C'est excellent. Voilà, parce que vous ne faites pas assez de sport en ramant, donc il faut se dépenser physiquement. Non, c'est pour se dégourdir les jambes, c'est ça. Voilà. J'ai fait seulement une erreur, c'est que je courais le pied à plat. Ah, vous avez pris une tendinite?
Non, à l'arrivée, j'ai les pieds qui ont gonflé et je pouvais plus marcher pendant 2-3 mois parce que j'avais des micro-entorses, parce que le pied il est articulé comme la main. Oui, oui. Et donc, tout le pied était complètement... avait plus l'habitude de marcher, donc pendant 2 mois, il a fallu gérer les entorses. Et c'est là où on lui parle de la brosse à dents? Allons-y. Il paraît que vous n'emmenez pas ça lors de vos expéditions. Que vous n'emmenez pas de brosse à dents, que vous n'emmenez pas de savon, que vous demandez... Mais qu'est-ce que c'est cette histoire? Non, même pendant très longtemps, je n'avais même pas de trousse à pharmacie, donc 0 médicament, même pas une aspirine. Mais vous savez, disons, quand on est sur le terrain de l'aventure, mais c'est la vie en général, quand on est sur un sujet un peu compliqué, la première des choses, il faut simplifier l'équation. Donc on va à l'essentiel. Alors, lorsqu'elle vous a rencontré, Valérie, elle avait emmené sa brosse à dents. Oui, absolument. Et vous m'avez proposé de ramer au sens propre comme au sens figuré. On est allé sur le lac de Passy avec votre belle embarcation et puis toute votre famille. Ce sont des images tournées par Jean-Pierre Ardito, Franck Sironi et le reportage est monté par Sophie Villatte. Attention, regardez bien ce reportage parce qu'à l'intérieur, il y a un indice, parce qu'à la fin de l'émission, il y a un jeu avec des cadeaux. C'est parti. Vous allez essayer de me donner une leçon de rame? Alors déjà, il faut le mettre à l'eau. Eh ben on y va. 160 kilos. Voilà. Ah, bon, là un peu plus parce qu'il y a un peu de matériel, mais à vide. Et voici le rameur des glaces, Kevlar et carbone pour résister aux ours, aux baleines et à la banquise, des glaces du Grand Nord au lac de Passy. C'est quand même pas léger, mais bon, tout seul. Moi, je vais traîner par moments sur la glace, alors c'est l'enfer. Hein. Ouais. Avec un harnais en le tirant. Alors je vais essayer de pas vous le faire couler. Hein. Il a failli couler parce que j'ai donné un coup de fusil involontairement à l'intérieur du bateau. Parce que vous avez un fusil sur le bateau? Ah bah c'est obligatoire. Hein. Pourquoi? Pas là. Pour les ours, tout ça? Ah ben c'est obligatoire. Et vous mettez les pieds dans les cale-pieds là, et feu. Non, c'est dans l'autre sens. Hein. Non, c'est comme ça. Et comme Voilà, ça. bah vous voyez, c'est bon là, vous tournez. Oui, vous êtes renforcement positif à fond. Hein. Galérienne inquiète, je bataille avec la coordination avec plus ou moins de bonheur. Voilà, bah vous voyez, là on avance. Oui, pas vraiment. Là vous prenez de la vitesse. Oui, la vitesse, gentil. 1, 2 et 3. Aïe. Bravo! Entre deux plongeons de Corgane, le chien aquatique et les conseils bienveillants du capitaine, nous voguons. Vous voulez que je vous montre un coup? Oui, Bon. parce que c'est nul là ce que je fais. Vous arrivez à ramer combien de temps comme ça? 48 heures. Non mais Non-stop, ouais. non-stop? Ah oui. Sans dormir? C'est très irrégulier. C'est-à-dire, il y a des moments où on ne peut pas ramer parce qu'il y a trop de vent. Et à l'inverse, il y a des moments où il faut ramer. Et à quoi vous pensez quand vous ramez? Avancer. Et jamais vous avez peur? Ah bah si, la peur c'est nécessaire. Hein. Quand vous êtes attaqué par un ours, vous avez forcément... Tiens, il pleut, non? Mais la leçon de rame ne serait complète sans un retournement de bateau, histoire de chavirer complètement. Avant de culbuter, il faut s'équiper d'une combi-prison garde-robe très spéciale de Monsieur Charles. Déjà ça pèse une tonne. Mais attendez, vous les avez mis à l'envers. Faites voir. Levez le pied. Oui, il y a, bah évidemment, il y a gauche-droite. Laurel est hardi, hardi petit, et nous voilà partis pour la manœuvre. Mais ça risque rien, hein, vous pouvez y aller tranquillement. Ça. Attends. Bon, de toute façon, on va pas aller très loin. Le siège, on l'enlève. On s'accroche, c'est juste un mauvais moment à passer. « 360 degrés plus tard, la délivrance. Vous voulez en refaire une Non merci, pas question de remettre ça. Retour sur la terre ferme avec peut-être la naissance d'une vocation d'aventurière. Va savoir, Charles. Ah non, parce que terminé quand même, la tête en bas, c'est pas possible. Hein. Oui. J'avais pas vu, c'est extraordinaire. Oui, c'est extraordinaire. Merci, je ressemble à un Teletubby. Moi, ce que j'ai adoré, c'est
quand vous lui demandez à quoi vous pensez quand vous ramez. Alors on s'imagine, ouais, je réfléchis sur la vie, sur le sens de la vie, etc. À avancer. Et c'est vrai en plus, on doit penser à, quand on a 122 jours de rame à faire, je pense qu'on doit penser avant tout à avancer. 145 hein, pour 145, l'instant, oui, sans pour assistance, sans ravitaillement. Là, j'ai 6 000 passé kilomètres. sur la dernière 165 jours dans les glaces du Grand Nord. Alors on a parlé de vos exploits en bateau, à la rame, comme on vient de voir. Il y a aussi eu les explorations polaires, la traversée du désert d'Atacama. Et puis il y a aussi eu l'Everest. Alors pour en parler, on va accueillir une surprise, à savoir Bernard Muller, qui est guide, qui va nous rejoindre. Venez, venez Bernard. Alors, on vous présente Bernard, enfin, est-ce qu'on vous doit encore vous présenter? Vous êtes un alpiniste de renom, un himalayiste, vous êtes un dur à cuire, un peu comme Charles, et vous l'avez emmené, entre autres, à l'Everest. Et alors, j'ai lu en faisant mes recherches que vous dites de Charles que c'est un vrai rustique, parce que lors de l'une de ses expéditions, il avait emmené des pâtes, de l'huile et du miel, et vous vous êtes dit, un homme qui part en expé avec juste ça, c'est un rude. Oui, effectivement. Alors, un jour, Charles a débarqué chez moi à Chamonix et bon, j'ai essayé de savoir un peu qui était Charles. Je lui ai demandé ce qu'il avait fait au préalable et c'est là qu'il m'a expliqué qu'il avait fait le Dakar, le tour du monde à la voile, qu'il avait fait pas mal d'alpinisme au préalable, hein, parce que Charles, au départ, est tout de même alpiniste et on parlait de son tour du monde à la voile et je lui ai demandé qu'est-ce que tu as mangé et c'est là qu'il m'a expliqué que son régime était à base de pâtes, d'huile d'olive. Et là, je me suis dit, bon, écoute, mon grand, il n'y a aucun problème. Je t'emmène. Tout ça, c'est fait pour toi. Voilà. C'est le mental que vous avez remarqué en Mais, lui? oui, bien sûr. Mais la grande aventure, c'est avant tout, enfin, c'est le mental est déterminant. Bien sûr, le physique, il en faut, mais le mental, l'adaptabilité, tout ça, c'est quelque chose de tout à fait déterminant. Et je suis tout de même extrêmement respectueux de sa grande polyvalence. C'est quelque chose qu'on ne retrouve pas au quotidien, que tous les aventuriers, les grands sportifs de la nature, tous n'ont pas cette qualité, et Charles là, et c'est quelque chose d'extraordinaire. Il y a aussi une autre chose qui m'a beaucoup impressionné chez Charles quand je l'ai rencontré. J'ai compris rapidement que l'aventure est quelque chose qui le faisait rêver depuis très très longtemps, mais d'abord, et il me l'a dit, il m'a dit d'abord j'ai commencé par travailler, et ça c'est une démarche qui n'est pas, enfin par travailler, par créer une entreprise, par gagner de l'argent, et ça c'est une démarche qui n'est pas très classique dans ce milieu de l'aventure au sens large. Généralement on est aventurier, on cherche à faire des performances, à réaliser des choses lorsqu'on est jeune, lorsqu'on n'a pas un sou, et après on essaye de travailler pour assurer ses vieux jours. Et Charles a fait tout l'inverse, et ça c'est une démarche que je trouve assez extraordinaire, intéressante, etc. Est-ce qu'il a un défaut, Charles? Charles, sans crainte. un défaut, oui, parler sans crainte. Alors, Charles n'est pas toujours facile à vivre. Il y a beaucoup de... Ah bon? Non, il y a beaucoup de Remarquez, on le sera moins. Mais oui, quand tout à fait. En même temps, quand on rencontre les baleines et les ours... Il y a une grande détermination, mais il y a tout de même chez Charles... il y a une certaine forme d'égoïsme, vivre pour soi, mais il y a aussi un vrai désir de partager. Effectivement, à travers tout ce qu'on fait avec des jeunes dans différents contextes, il faut que le sport, c'est globalement une valeur très positive, mais il faut faire très très attention que ça ne devienne pas quelque chose. C'est comme l'ambition, il ne faut pas que ça devienne des éléments discriminants. C'est-à-dire on peut être quelqu'un de très bien et détester le sport, on peut être quelqu'un de très bien et avoir aucune ambition, si ce n'est vivre une vie tranquille. Alors vous avez parlé de transmission et de générosité, vous intervenez régulièrement auprès d'enfants, vous venez d'en voir, vous allez à leur rencontre et vous les emmenez même. Avec Bernard, il y a eu l'expédition, alors on voit les préparatifs, là, vous les avez emmenés dans le massif du Mont-Blanc, Crapahuté, des jeunes de Montreuil, et puis après, il y a eu le désert d'Atacama. Vous allez à leur rencontre et en général, ça se passe bien parce que vous avez à cœur de transmettre ça. Alors, bon, au départ, ce n'était pas du tout le cas. Et puis très vite, je me suis aperçu que de faire des conférences académiques, on va dire, que ça soit auprès de jeunes ou d'adultes, je pouvais le faire, mais j'apportais rien de plus que d'autres qui le faisaient certainement beaucoup mieux que moi.
Et par contre, je me suis aperçu que sur le terrain, on va dire, de l'échange, de l'entraînement, comme c'est mon truc, j'aime bien toujours entraîner les gens, que ce soit des gens très forts en matière de compétition sportive ou beaucoup moins forts. C'est ce que je reproduis là. Et là, par contre, j'arrive à créer un enthousiasme, un entraînement très facilement. Et après, d'axer tout ce dispositif sur des sujets comme l'environnement, le réchauffement de la Terre, la pollution ou le travail. On va écouter, si vous voulez bien, Jamel Bouda, avec qui vous travaillez justement à Montreuil avec ces jeunes. Nous l'avons joint hier par Skype. Il nous parle de votre relation avec ces jeunes lors de ces expés. Il est comme un poisson dans l'eau avec eux, il participe à plein d'actions, plein d'activités, le discours passe bien, il arrive à bien faire passer un petit peu ses messages. On a des jeunes qui sont parfois en perdition ou qui manquent de repères, qui sont en manque de repères. Et là, l'idée, c'est de se dire avec Charles, moi, la venue de Charles et ses interventions, c'est leur donner un second souffle et de se dire, mais on peut réussir, qu'on peut arriver à certaines choses, il ne faut pas se mettre de frein, il faut y aller, puis on verra bien. Et c'est ce qu'on a vécu à l'Atacama, hein. On réalise un sommet de 5000 mètres avec un groupe de jeunes. C'est un peu ça qu'on veut transmettre. Qu'est-ce qu'il a de plus que nous, monsieur Charles? La folie. Charles, il ose, quoi. Il ose, il y a aucun frein, tout est possible. Et c'est énorme, quoi. Alors, il est fou, Charles, monsieur Charles? Bah, je dirais surtout pas. Parce que si... vous ne seriez pas vivant, sinon. Disons, si on s'amuse à faire des aventures un peu sur tous les terrains du monde, il faut faire très attention. Il faut bien mesurer les risques et les gérer. Donc... Et pendant que Jamel Bouda nous parlait et que Bernard Muller partait, vos parents nous ont rejoints et c'est très sympa. Alors on accueille Pierre et Denise. Pierre et Denise, dites Coco, la maman de Monsieur Charles. Petit, il était comment? Dynamique, oui. Dynamique? Oui. Il vous en a fait pique-pendre ou il était très sage? Non, il nous a toujours surpris. À quelque âge qu'on puisse se rappeler. Il y a deux choses. Il était très brillant et puis il avait un bon sens de l'humour. Oui. Qu'il a gardé. Oui, et on arrive pas mal à rire et c'est très plaisant. Mais vous étiez sportif, vous, pour l'inspirer autant? Non, j'étais sportif mais très amateur. Oui, comme mon grand-père qui tenait des skis dans les Alpes suisses. Oui, mais Pierre, vous l'avez quand même emmené au Mont Blanc à 14 ans. Oui. C'est pas tout le monde, tous les papas n'emmènent pas leur fiston au Mont Blanc. Non, j'ai fait beaucoup de montagnes, mais avec guide et puis sans guide. Et puis j'ai beaucoup aimé ça. Mais en amateur, enfin, et puis on a aussi fait des voyages avec lui et sa sœur dans la voiture. Et on s'est beaucoup plu à changer d'horizon. Oui. Est-ce que vous avez peur quand il part en expédition? Bien sûr. Il faut savoir que lorsque Charles est en danger, c'est juste le moment où nous ne le savons pas. On apprend le danger extrême une fois que Charles est sorti d'affaire. Pas tout à fait. Non, quand il était entre le pôle Nord géographique et le nord du Groenland, on se faisait énormément de soucis parce qu'il ne pouvait être secouru ni par les Russes, ni par les bateaux groenlandais, ni par les Canadiens. Il restait les ours. Il n'y avait peut-être pas tellement d'ours, là, avec... oui. Et comment on vit avec ça? Parce que chaque année, votre Charles, il part et... cette année, on est beaucoup plus tranquille sur les bateaux. Votre actualité, la prochaine expé qui se prépare, vous partez, là, le 20 mai, vous allez faire le Tour de France. Départ, Tour de France, donc avec le même bateau que le bateau que j'avais dans les glaces, celui sur lequel vous êtes entraîné. Oui, avec les courbatures. Mais ça c'est une promenade de santé, Charles. C'est une promenade de santé, mais c'est quand même 3000 km à faire. Vous avez vu que vous avez tout mis bout à bout. Vous avez eu des courbatures et vous avez peut-être fait, je ne sais pas, 500 mètres. J'en ai 3. Cassé. C'est la stricte vérité. Et j'ai 3000 km à faire. Donc en plus, c'est paysages fantastiques. Oui. Patrimoine. On est en pleine nature, il y a des coins, partout en France, hein, c'est fantastique, c'est Canaux et Voies Navigables de France, et ça s'est jamais fait. Parce que pour moi, quand il y a une aventure, une expédition,
et qu'il y a un record à la clé ou une première, c'est votre truc. C'est la cerise sur le gâteau. La cerise. On pourra vous suivre d'ailleurs sur votre site internet, charlesedrich.com, évidemment, j'imagine. Hein. Oui, et votre association Respectons la Terre, donc pour porter haut les couleurs de l'environnement, et des jeunes également vont vous retrouver sur ce périple. C'est maintenant l'heure du jeu. Ah ben oui, allons-y. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on gagne? Eh ben, on va gagner votre bouquin. Un super bouquin. Voilà, qui raconte toutes vos aventures dans l'ordre et pas dans le désordre, comme on vous a raconté avec Franck. Et aussi une rencontre avec vous, Charles, le téléspectateur. C'est-à-dire, vous allez inviter quelqu'un à faire de la rame, par exemple, comme Valérie? Ça peut être ça. Disons, c'est prévu, et avec plaisir. Voilà. Super alors, beau cadeau. Il faut répondre à une question. Quel est le nom du chien aquatique sauteur que vous avez vu de Charles? Alors, est-ce qu'il s'appelle Gao, Rintintin ou Corgane? Si vous avez la réponse, vous filez sur notre site internet alpes.france3.fr et vous gagnez donc ce livre ou cette rencontre avec Charles. La prochaine émission, c'est le 5 juin. Dans quelques instants, évidemment, le JT. La semaine prochaine, vous retrouvez Goûtez Voir, Odile Mattei. Je vous souhaite un excellent mois de mai avec plein de muguets et de bonheur. Et je vous remercie tous et toutes.